Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire du mardi dans le cadre de notre campagne. Comme vous le voyez, je suis tout seul aujourd'hui parce que Karine a une obligation familiale urgente et donc malheureusement ne pourra pas assister à ce webinaire. Mais nous avons la chance d'avoir Audrey Chemouli pour venir parler d'un sujet important, un sujet technique, la rémunération technique des associés dans les SEL, avec toutes les implications qu'il y a du fait du changement de régime fiscal qui traduit peut-être une conception particulière. On va en parler de la part de nos pouvoirs publics sur la façon dont nous exerçons la profession d'avocat. Un mot quand même sur Audrey, qui est une amie, qui est une avocate au barreau de Paris, qui a un cabinet qui est dédié aux professionnels libéraux, n'est-ce pas Audrey, dédié à l'entrepreneuriat. Tu accompagnes ou vous accompagnez au cabinet les professionnels libéraux depuis la création de leur cabinet, les règles de fonctionnement, jusqu'au malheureusement et éventuellement les contentieux qu'il peut y avoir. Audrey connaît bien les institutions. Nous avons été ensemble avec Karine, Audrey et moi donc au CNB pendant une mandature. Et Audrey est aujourd'hui encore dans une deuxième mandature membre du CNB où elle préside précisément la commission spécialiste de la question, la commission SPA, qui n'a rien à voir avec la SPA, mais qui est les sociétés professionnelles d'avocats. Et puis aussi, Audrey, tu présides une commission technique à l'UNAPL, donc dédiée aux professionnels, aux professions libérales, organisme de branche, organisme donc important pour structurer non seulement la profession libérale qui est l'avocature, mais aussi d'autres professions. C'est pourquoi tu es tout indiqué pour nous parler de ce sujet et donc je te laisse la parole immédiatement. Bien sûr, on interviendra et puis je termine juste en disant à nos auditeurs et auditrices de ne pas hésiter à se servir du chat et nous répondrons aux éventuelles questions qui se poseront. Voilà, Audrey, je t'en prie et encore merci pour ta participation. Bonjour à tous. Louis, je te remercie de m'avoir présenté. Effectivement, pour moi, c'était hyper important d'avoir ensemble ce sujet-là parce qu'il me paraît il me paraît essentiel dans le cadre de la campagne qui est menée là et demain dans le cadre d'un futur mandat. Que les instances de notre profession se saisissent de ce sujet. Le sujet, c'est quoi ? C'est les rémunérations techniques des associés de SEL. Et la problématique, c'est que systématiquement, les pouvoirs publics nous ramènent à un exercice en BNC, comme si on n'avait pas vocation à être des entrepreneurs comme les autres. Et c'est très triste que les pouvoirs publics continuent à nous voir comme ça. L'idée est en fait qu'on puisse nous voir différemment et qu'on arrête systématiquement de nous ramener à ce statut d'indépendant que nous avons pour la plupart d'entre nous largement dépassé. Donc peut-être un rapide retour sur la réforme telle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la réforme, sur le slide, sur le passage des slides, super, canon. Donc, où on en est aujourd'hui ? Alors, de quoi on parle déjà ? Juste pour qu'on se rappelle de quoi on parle. Aujourd'hui, on parle des rémunérations techniques des associés de SEL, parce que vous avez 3 types de rémunérations globalement dans nos professions. Les rémunérations techniques, c'est-à-dire celles dont on va parler, et c'est celles pour lesquelles vous êtes rémunéré à exercer votre fonction d'avocat. Les rémunérations de mandataires sociaux, on va en parler de façon incidente, mais vous êtes rémunéré à exercer des fonctions de gestion.
et les dividendes qui sont une autre forme de rémunération, même si pour le coup on est en train de parler d'autre chose, puisque c'est une rémunération que vous avez en tant qu'investisseur. Mais on va en parler puisque c'est pas toujours vrai dans nos sociétés. Rémunération des fonctions techniques, juste à l'origine de quoi on parle? On parle d'une divergence entre la jurisprudence. Pourquoi est-ce que la DLF, donc la direction de la législation fiscale, s'est dit que ça serait vraiment très bien d'intervenir? C'est qu'il y avait une distorsion entre la position de l'administration fiscale et la position du Conseil d'État. Donc j'avais une administration fiscale via des réponses doctrinales qui s'appelait Cousin, qui disait que les rémunérations techniques des associés de SEL devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Et j'avais le Conseil d'État qui disait que pour les mêmes gens, la même catégorie de rémunération, pour la même typologie, eh ben, ces gens-là, ils devaient être imposés dans la catégorie des BNC. Du coup, j'avais ce qu'on a appelé pendant très longtemps une dichotomie, et la direction de la législation fiscale s'est dit qu'il allait falloir y remédier, bien que ça faisait 10 ans qu'on en parlait de cette problématique, et surtout le Conseil national des barreaux, pendant notre mandature à Louis et à Karine, a fait un certain nombre de propositions, et notamment que le champ de l'article 62, on va en parler, soit élargi. Bref, on avait fait plein de propositions, et pas du tout dans le sens des BNC, vous l'aurez compris. Donc, je continue. On a donc une dichotomie entre les deux, et l'administration fiscale, je ne sais pas si vous voyez bien le diapo, j'espère que oui, et l'administration fiscale dit au 15 décembre 2022, 15 décembre 2022, l'administration fiscale dit: pas de problème les amis, je vais vous régler votre sujet de dichotomie maintenant. On va faire un régime beaucoup plus simple dans lequel soit vous êtes en BNC, soit vous êtes en traitement et salaire. Et le point de bascule entre l'un et l'autre, c'est le lien de subordination avec la société. Alors, qu'est-ce que ça change? Parce que c'est un peu de ça, donc quand même un peu de clarté qui est important d'avoir. C'est de quoi on parle, qu'est-ce que ça change? En fait, quand j'étais sous l'ancien régime, j'avais une rémunération qui était imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Donc, c'est-à-dire que j'avais l'abattement des 10% de pour frais. Et dans le nouveau régime, j'ai pas l'abattement de 10%. Je suis aux frais, qu'on appelle, on va dire, frais réels. Mais je peux déduire mes malins. Pour que ça devienne un peu concret, peut-être pour les gens, et c'est de vous dire qu'est-ce que ça implique en tant que supplément d'impôt. Donc ça implique pour ceux qui étaient, alors je vous parle de ceux des au plus, pour ceux qui étaient à la tranche marginale la plus élevée d'impôt sur le revenu, ça représente 6 300 € d'impôt en plus par an. Donc ça représente une enveloppe de frais non déductible, puisque l'enveloppe de frais que vous pouviez déduire au titre des 10%, correspondait à 12 000 et quelques euros. Donc ça change quand même pas mal de choses. Et la difficulté, voyez-vous, c'est que tout ça a été fait, bon alors maintenant on a l'impression que c'était il y a si longtemps, mais tout ça a été fait au moment où on nous avait quand même expliqué qu'il fallait plus de hausse d'impôts. Hein. Donc je vous rappelle que nous on était les seuls à avoir des hausses d'impôts, nous les libéraux j'entends, on a été les seuls à avoir des hausses d'impôts par rapport aux autres qui n'avaient pas de hausse d'impôts. Donc maintenant que les impôts de tout le monde vont être augmentés, les nôtres vont suivre en plus. Donc vous voyez, il y a une sorte de conception de la vache à lait de la profession libérale sur laquelle Louis et Karine voulaient s'investir, parce qu'il me paraît essentiel que nos intérêts soient défendus avec vigueur auprès des pouvoirs publics. C'est déjà ce que fait le CNB, mais il a besoin d'être soutenu par les autres. Et comme c'est des choses assez techniques, la plupart du temps, c'est pas nécessairement des choses qui remuent les foules. Vous voyez, je vais vous expliquer dans 2 secondes, mais enfin, sachez que le drame, c'est que la profession libérale, elle se révolte assez peu. Donc, tout ça a lieu le 22 décembre, et on nous explique que ça va être mis en place, ça va être rentré en application au 1er janvier 2023. Bon, finalement, ça a été décalé, et
Et là, c'est rentré en application le 1er janvier 2024. Donc c'est à partir de maintenant que vous devez avoir normalement vos rémunérations qui sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires, dans la catégorie des BNC, pardonnez-moi. Je vous rappelle au passage que ce dont on parle, c'est les rémunérations techniques, mais c'est sur le plan fiscal. Vous savez que sur le plan social, soit vous êtes en traitement et salaire, et à ce moment-là, vous êtes au régime général de la sécurité sociale, soit vous êtes donc en BNC, et là, vous serez ce qu'on appelle TNS, travailleur non salarié. On avait un certain nombre de difficultés, voyez-vous, dans ces problématiques de rémunération, parce que ils nous ont imposé ce nouveau régime sans qu'on l'ait demandé, je le rappelle, mais en plus, c'était quelque chose qui n'avait pas été préparé, ou alors, on va dire, à tout le moins, très mal préparé. Donc, pendant très longtemps, on a été avec un régime sur lequel on ne savait pas sur quel pied danser. Alors, maintenant, c'est un peu plus clair, bien qu'il reste des zones d'ombre encore très techniques, et de ce que je comprends des travaux que l'on mène dans le groupe de travail constitué par Louis et Karine avec des fiscalistes, ce que je comprends, c'est que il y a encore des choses qui seraient des zones d'ombre, puisque la problématique de ce régime, comme il n'a pas été pensé en amont, on se retrouve avec des problématiques en cascade, et c'est au fur et à mesure des moments où nous-mêmes, professionnels de la matière, nous conseillons nos clients, qu'on se retrouve avec une vision globale des problèmes que ça engendre. Donc, néanmoins, il y a quand même certaines questions qui ont été tranchées, et parmi ces questions, ça fait partie de la première salve de questions, c'est est-ce qu'il fallait faire une facture ? Puisque vous, la plupart d'entre nous, on a commencé notre activité professionnelle sous la forme de collaboration, et on savait très bien, et on était en BNC, et donc on savait très bien qu'on envoyait des factures à notre collaborant. Aujourd'hui, ça sera, et donc on s'était imaginé que ça serait la même chose. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura pas de facture, il n'y aura pas de TVA. Ce que l'on souhaitait, donc c'était pour ça que je vous dis pourquoi est-ce que l'importance de nos politiques, c'est quoi l'importance de nos politiques ? C'est de nous permettre, parce qu'on nous a dit d'un côté vous êtes en BNC, mais d'un autre côté vous ne pouvez pas bénéficier, vous êtes en BNC spécial. Et donc ce BNC spécial, il ne peut pas opter à l'impôt sur les sociétés, puisque vous savez que depuis la réforme du statut de l'indépendant, on a le droit d'opter en tant que personne physique à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, et on nous a dit non mais ce BNC que vous avez, vous, c'est pas un vrai BNC, et donc comme c'est pas un vrai BNC, comme vous exercez votre activité que par l'intermédiaire de votre CEL, alors ce BNC impur ne peut pas, si j'ose dire, opter à l'impôt sur les sociétés. Vous savez peut-être que depuis la réforme des structures d'exercice, vous pouvez créer une SPFPL qui détient 100% de votre société d'exercice libéral. Certains s'étaient imaginé qu'en tirant un revenu, non pas de leur société d'exercice libéral, mais de leur SPFPL, ils échapperaient à cette réforme. Sachez que ça a été prévu et vous n'échapperez pas à cette réforme, malheureusement. Juste peut-être, Audrey, si tu me permets, une petite question. Je reviens sur les factures entre l'associé et la CEL, parce que je sais, il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui exercent, par exemple, dans des ARPI, qui est leur CEL, donc, et qui ont l'habitude, d'ailleurs en cela, qui avait été conseillés par leurs experts comptables, semble-t-il, qui ont l'habitude d'établir des factures pour tout simplement refacturer ce que leurs clients ont payé à la harpie. Donc je comprends que ça, c'est pas une bonne méthode. C'est transparent normalement. Le revenu devrait remonter sans qu'il soit besoin de refacturer à la SEL. C'est ça le. Alors oui et non, c'est-à-dire que
il est vrai qu'il y a deux modes. Alors, on fait un petit pas de côté par rapport à ce dont on est en train de parler là. Il y a une mode aujourd'hui il y a deux modes. La première, c'est donc la reprise de l'ancienne pratique qui était une harpie et des célars lus. Alors j'ai vu effectivement dans certains dossiers qu'il y avait des experts comptables qui considéraient qu'il fallait faire une facture entre la célare lue et l'harpie. Je rappelle que lorsque l'harpie n'a pas opté à l'IS, déjà quand elle a opté à l'IS, la question se pose, mais quand elle n'a pas opté à l'IS, il n'y a pas de facture, elle est transparente et donc il n'y a pas de nécessité, c'est une remontée de code-part de résultats et il n'y a pas de raison d'avoir de facture. Deuxième mode, c'est d'avoir une selle cette fois-ci et pas une harpie et des célars lus au-dessus et les confrères font des factures entre les célars lus et la selle. Alors ça pose un certain nombre de difficultés. Je sais que c'est très à la mode, mais sachez que ça pose un certain nombre de difficultés. On en fera peut-être un second webinaire, mais c'est pas tout à fait le sujet. Là, le sujet vraiment, c'est je suis en selle, je suis associé personne physique d'une selle. L'administration fiscale me dit que en tant qu'associé personne physique, maintenant mes rémunérations techniques, c'est-à-dire ce que je perçois pour être avocat au sein de ma selle, vont être taxées dans la catégorie des BNC. Et la question c'était, est-ce que maintenant, en tant que personne physique, je dois faire nouvellement, puisque je suis nouvellement BNC, je dois faire des factures? L'administration fiscale répond non. Dans cette veine, elle dit aussi qu'il n'y a pas d'assujettissement à la CFE. Alors, la vérité, c'est que ça n'a pas été complètement uniformément partagé sur le territoire entre les différentes administrations. Donc, vous avez, quand vous déclarez votre entreprise individuelle dont on va parler, très souvent, il y a très peu de temps, le formulaire n'existait pas. Et donc, vous déclariez votre entreprise individuelle et on vous envoyait la fiche classique et notamment on vous demandait de payer la CFE. Sachez que vous n'êtes pas assujetti à la CFE et qu'il faut demander un dégrèvement. Donc c'est un peu galère, mais il faut quand même savoir que vous n'êtes pas assujetti à la CFE. Alors pourquoi est-ce que ce régime il a été très contesté? Il a été très contesté notamment pour les CELARL. Alors pour les CELARL, pourquoi? Parce que vous savez que ce qui était réalisé par la plupart d'entre nous lorsqu'on était en CELARL, c'est qu'on se mettait a priori tous en tant que gérant, puisque c'est très compliqué dans la vie d'un avocat, mais il faut que vous ayez en tête que ce régime-là, ce nouveau régime, c'est pour toutes les professions libérales réglementées, donc toutes celles qui exercent en CEL. On va en parler tout à l'heure, mais juste pour que vous ayez une idée, tous ces gens-là, donc que ce soit pour nous, pour le biologiste, pour le notaire, tous ces gens-là étaient en CELARL et ils ont pareil que nous, les mêmes problématiques. Le matin, tu fais un peu de facturation. Entre midi et 2, tu commandes des trucs pour ton cabinet parce qu'il manque des fournitures. Et au milieu, tu as fait une consulte et si tu as de la chance, tu es passé au tribunal. Dans nos vies, je veux dire, décorréler la gestion de l'activité libérale, c'est impossible. Et la vérité, c'est que ni moi, ni n'importe lequel d'un autre chef d'entreprise dans le secteur du commerce et l'industrie, on va me demander ça. À ces gens, commerce et industrie, on ne leur demande jamais de séparer leur activité technique de leur activité de gestion. Mais pour nous, oui. Donc je rappelle rapidement le petit tableau que je vous ai mis tout à l'heure. Le petit tableau, il vous dit quoi? Le petit tableau, il vous dit quoi? Il vous dit que quand vous êtes en gérant majoritaire de CELARL, vous devez, a priori, séparer votre rémunération technique qui sera imposée dans la catégorie des BNC de votre rémunération de gestion qui, elle, sera imposée dans la catégorie de l'article 62 du Code général des impôts. Qu'est-ce que ça changeait pour nous que nos rémunérations soient imposées dans leur intégralité au titre de l'article 62? C'est que l'article 62, c'est le meilleur des deux mondes. Non seulement vous avez le droit à l'abattement
de 10% pour frais, vous pouvez déduire vos Madelins et en plus votre régime social est TNS. Je vous rappelle ce petit tableau que je vous ai fait, régime social TNS. Donc c'était vraiment un régime qui convenait à tout le monde. Or là maintenant, l'administration fiscale vous dit, si vous ne pouvez pas séparer, c'est-à-dire si vos rémunérations sont tellement imbriquées, donc rémunération technique, rémunération de gestion, si vos rémunérations sont tellement imbriquées que vous ne pouvez pas les séparer, à ce moment-là, vous allez déclarer l'ensemble au titre de l'article 62. Si en revanche vous pouvez les séparer, vous allez les déclarer une partie article 62, une partie rémunération technique, donc BNC. Sauf que l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle a fait? On s'est tous dit, bon, voilà, l'exemple que je vous ai dit typique, le matin je fais quelque chose, l'après-midi, au milieu, j'ai fait 25 trucs, et ces 25 trucs sont une part gestion, une part technique. Et c'est difficile pour moi d'aller contrôler tout ce que je fais, puisque je considère qu'elles sont très imbriquées. Mais l'administration fiscale, elle a dit, en fait, ça va être une porte ouverte tellement largement aux professionnels libéraux qu'on va réduire à peau de chagrin ce qu'on va considérer comme étant l'activité administrative, c'est-à-dire l'activité de gestion. Elle a cantonné ça à ce qu'elle a appelé tâches de nature administrative inhérentes à l'activité libérale. Et elle dit que ces choses-là, elles ne doivent pas rentrer dans le cadre de ce qu'on pourrait considérer comme étant des fonctions de gestion. Et elle les a listées, elle a ajouté en disant que on pouvait considérer que ces tâches-là, c'était notamment la facturation du client ou du patient, l'encaissement des prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que les prescriptions. Donc tout ça, ça rentre pas dans l'article. Tout ça, ça rentre pas. Tout ça, elle considère que ça rentre pas dans le cadre d'une activité administrative. C'est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a que chez nous où on considère que gérer des équipes, quand même, je dirais les approvisionnements, gérer les équipes, gérer la facturation, si ça, c'est pas de l'opération de gestion, je sais pas ce que c'est, vous voyez. Donc c'est pour ça que dans le groupe de lobbying, on va dire ça comme ça, qui existe dans la campagne de Louis et de Karine, on a voulu vraiment en faire quelque chose de très important parce que j'ai l'impression que pour la plupart de nos professions, il y a une sorte d'endormissement de choses passives où on se dit tant pis, hein, on est encore les vaches à lait. Alors, ce qui est bien, c'est que notre profession, c'est quand même pas laisser faire, mais je dois préciser, pour ceux que ça titille un peu, c'est que moi, au Conseil national des barreaux, j'ai dit, avec la commission que je préside, on a porté devant l'Assemblée une demande, je sais pas si je vous l'ai mis là, je vous le remettrai après, bon, en tous les cas, je vous le dis, pardon, on a porté un recours contre le BOFIP et on va a priori dans le cadre de ce recours intégrer une QPC. Mais si vous avez des clients qui sont dans les instances d'autres professionnels, d'autres professions libérales, il faut absolument que les instances de ces autres professions libérales se bougent elles aussi, parce que figurez-vous qu'on a quand même voulu jouer en équipe, hein, parce que c'est quand même ça la profession d'avocat. Donc moi j'ai invité toutes les instances représentatives de toutes les professions libérales réglementées. Donc dans notre scope, il y en a déjà la moitié qui n'est pas venue, voire les 3/4. Et ensuite j'ai dit joignez-vous à nous, nous faisons un recours. C'est important de le soutenir. Et il n'y a personne qui l'a soutenu. Et c'est une folie parce qu'en plus c'est profondément injuste. Est-ce que tout cela ne participe pas, on en a parlé Audrey en préparant ce webinaire, tout ça ne participe pas de l'idée que les gouvernants, on va dire de façon générale, se font des professionnels libéraux. Autrement dit, en fait, on n'a pas véritablement d'équipe, donc il n'y a pas de gestion particulière à avoir. On n'a pas véritablement de grosse facturation du client ou du patient. J'aime bien. Oui, effectivement, si on considère que l'activité symptomatique du professionnel libéral, c'est médecin, effectivement, pas forcément beaucoup de collaborateurs médecins
beaucoup de secrétaires médecins et beaucoup de facturation patients avec tout ce qui est automatisé par la sécurité sociale. Donc, en réalité, j'ai l'impression qu'on a une vraie méconnaissance du professionnel libéral, d'une part, et d'autre part, dans les professionnels libéraux, les avocats, on est très mis de côté et on n'est pas du tout en train de considérer que l'avocat se regroupe, est une vraie entreprise avec des cabinets qui peuvent avoir plusieurs associés, avec des cabinets qui peuvent avoir plusieurs collaborateurs et donc avec des cabinets qui ont de la gestion de ressources humaines à faire, par exemple. C'est exactement ça. En fait, ils sont tiraillés entre les deux, tu vois, entre une conception très très individuelle, très peu structurée de nos professions, et une vision complètement tronquée de très grosses structures qui monopolisent l'attention. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait donc un régime général dans lequel on est tous en BNC qui est fou, et de l'autre côté, cette fameuse opération, enfin ces fameuses activités de gestion qui réduite à portions congrues, et on nous dit on va vous mettre ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé le safe harbor. Donc le safe harbor, c'est l'instauration d'un montant de 5% de la rémunération. On vous dit que si vous déclarez 5% de votre rémunération au titre des opérations de gestion, alors l'administration fiscale ne viendra pas vous chercher. Et moi, j'ai vraiment assisté à des réunions avec la direction de la législation fiscale où ils me disaient oui, mais alors moi, j'ai des copains dans des cabinets d'affaires. Je veux dire, ils passent pas leur temps. Enfin, tu vois, c'était un truc du genre, ils vont pas commander les fournitures, ils vont pas commander, ils s'occupent assez peu de leurs équipes, et puis en fait, ils ont que 5%. Et c'était un truc, mais je sais pas les avocats qui connaissent, mais ça m'inquiète. Et du coup, si tu veux, c'était un truc où je me disais, mais c'est une méconnaissance profonde de ce que l'on est. Et ce qui est dommage, c'est que les avocats, mais toutes les autres professions libérales, les avocats, autant, ne sont pas suffisamment audibles parce que c'est des professions qui considèrent que c'est pas si grave, que c'est comme ça. Tu as une sorte de fatalisme qui est insupportable. Enfin, en tous les cas, qui m'est insupportable. Mais figure-toi que ça tombe bien parce que finalement, nous, on a continué à avancer puisque le Conseil national des barreaux, avec l'appui du bâtonnier et de la vice-bâtonnière de Paris, a présenté ce recours. Comme tu l'as très justement dit, nous œuvrerons dans le cadre de l'influence, qui est un de nos grands axes de campagne, sur tous ces sujets-là. On ne va pas se laisser faire. Mais je ne te retarde pas dans ta présentation. Non, pas du tout, tu ne me retardes pas. Je pense que c'est essentiel que les gens sachent qu'il y a une vraie volonté. Enfin, en tous les cas, je veux dire, on est quand même dans un webinaire informatif. Il me paraît aussi important de dire qu'il y a des gens chez nous qui sont des vrais lobbyistes et donc pour avoir travaillé avec Karine et toi, je sais que c'est votre cas et donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de travailler dans ce sens-là avec votre équipe. Donc pour continuer dans notre cheminement de ce qui nous attend, vous savez que vous avez maintenant, donc je vous disais, une nouvelle déclaration à remplir. Alors là par contre, il faut accélérer les choses parce qu'on n'arrive quand même pas très très loin de la fin de l'année. Donc parce que ce sont des stars, la déclaration est faite. Alors maintenant, je ne sais pas si elle est toujours papier. Je pense que à l'époque c'était encore papier. Il n'y a pas très longtemps c'était encore papier. Donc vous avez un CERFA que vous devez remplir. Absolument pour pouvoir être inscrit parce qu'on n'a pas encore sur le portail de l'INPI le chemin pour vous inscrire en tant qu'indépendant, enfin en tant que ce nouveau BNC, parce que vous êtes inscrit, vous êtes inscrit évidemment en tant qu'indépendant, mais pour vous inscrire sur ce nouveau BNC, vous avez un formulaire spécial qui n'existe pas malheureusement dans le chemin de l'INPI tel qu'il existe. Donc c'est un formulaire qui est envoyé au service des impôts de votre région. Alors, juste précision,
il faut vraiment vous inscrire maintenant. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça crée des problématiques, des lourdeurs administratives. Pardon, je regardais qu'il y avait des nombreuses coupures. Écoutez, j'espère que c'est pas trop compliqué. Je suis désolée, on peut pas régler ça en milieu de webinaire, mais peut-être que dans le cadre du replay, ce sera géré. Donc je disais, il faut absolument vous inscrire avant la fin de l'année pour que vous puissiez bénéficier de ce régime, ou en tous les cas être en règle. Les dernières réponses de la DLF qui sont importantes. Tu as vu peut-être avant de passer à ce slide-là qu'on a une question intéressante d'un confrère qui nous dit « Nous avons créé une fiche de temps au sein du cabinet dans lequel nous entrons avec mon associé le temps consacré aux tâches de gestion pure. Nous espérons ainsi pouvoir justifier du temps passé aux tâches administratives qui est bien supérieur aux 5%. Est-ce que ça va marcher ou pas, à ton avis ? Alors, bonjour Thierry, merci beaucoup pour cette question qui me permet de revenir peut-être sur le slide précédent. Si vous avez, sur lesquels je reviens juste une seconde hyper rapidement, si vous avez des opérations de gestion qui ne sont pas telles que définies là dans ce que j'ai cité, c'est-à-dire qui ne sont pas de la facturation du patient ou du client, l'encaissement, prise de rendez-vous, approvisionnement fourniture, gestion des équipes, rédaction de documents, oui, vous pouvez envisager de considérer que ça pourrait rentrer dans au-delà de 5%. Ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, ce qui prend du temps peut-être dans les cabinets, qui prend de plus en plus de temps dans les cabinets, c'est peut-être de la structuration de l'offre, du business développement, de la communication. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là qui pourraient laisser penser que ça rentrerait dans la gestion. Mais je suis même pas sûre qu'ils considéreraient que c'est de la gestion. Mais en tous les cas, très bon point pour la fiche de temps. Il faut arriver à le démontrer. Donc après, la vérité, c'est que selon les cabinets, il y a plus d'appétence au risque et selon les avocats. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que si vous décidez de le faire, faites-le via la fiche de temps. Je vous donne un autre bon conseil, me semble-t-il. C'est que c'est bien que ce soit prévu dans le cadre de votre pacte d'associés ou que sais-je, ou règlement intérieur. Et du coup, moi j'aime bien dans ces cas-là, vous le fixez quelque part et puis vous le signez électroniquement pour garder une date. Vous voyez, pour pas que l'administration fiscale ait l'impression que vous ayez rétropédalé le jour où vous avez un petit contrôle, sachant que les contrôles, ils vont intervenir que dans 18 mois. C'est là où ils vont commencer à taper tout le monde. Voilà. Pour répondre à une question de Noémie Torgeman, oui, a priori, les RH, c'est de la gestion des équipes. Oui, je pense aussi, ouais. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Je vous disais, il y avait... Alors, attendez, peut-être que j'ai été un peu vite. Oui, pardon. Ce qui était important peut-être d'avoir en tête, c'est est-ce que pour un certain nombre d'entre nous, je dis nous parce que moi j'en fais partie, mes cotisations, URSSAF, Madelin, etc., elles sont prises en charge par ma CELAL, donc évidemment je les redéclare par la suite, mais elles sont prises en charge par ma CELAL. On s'était dit que ça allait probablement pas être... que ça n'allait pas être possible avec ce nouveau BNC. L'administration fiscale, dans son dernier écrit, a précisé que ce serait toujours possible. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. La question s'est vraiment posée sur les frais. Qu'est-ce que je peux déduire dans le cadre de mon BNC? Qu'est-ce que je peux déduire? Vous voyez, les sortes de ventilation entre les frais que je peux déduire dans ma CEL et les frais que je peux déduire dans mon BNC.
Ce que l'administration fiscale a dit, c'est que en règle générale, sachant que pour les cotisations ordinales, les cotisations URSSAF, pour les cotisations Madelin, elle a répondu que la SEL pouvait continuer à les prendre en charge ou non, mais pour le compte de l'associé. Hein. Donc ça, c'est réglé. Et en revanche, pour les frais divers, ce qu'elle a dit, c'est que normalement, donc sauf justification, tout ce qui est de l'ordre de votre exercice professionnel doit être déduit dans le cadre du BNC, et tout ce qui est de l'ordre de les prestations, autour des prestations que vous faites pour votre client, donc tout ce qui touche à votre clientèle, les frais qui touchent à votre clientèle doivent être déduits dans la SEL. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense que là, ils seront assez souples sous réserve que vous puissiez le justifier. Enfin, bon, après, assez souple, le stress, c'est que c'est jamais assez souple. Mais bon, voilà, globalement, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Sachez que la question s'est posée quand même de savoir si ça allait être... vous voyez, parce qu'une fois que vous avez constitué votre SEL, du coup, si vous êtes un BNC, la question se pose de savoir si les parts que vous détenez de votre SEL, c'est plutôt un actif professionnel ou si c'est plutôt un actif perso, ce qui peut être intéressant pour la déduction des intérêts d'emprunt, par exemple, ou pour les plus-values. Apparemment, il serait dit que ce serait une option qui devrait être faite pour que ça rentre dans le cadre de votre patrimoine professionnel. Mais donc, c'est possible. Les questions qui restent en suspens, alors là, je vous les ai listées, mais je vous disais, dans le cadre d'un groupe de travail qu'on a constitué, on est en train de faire un récollement de toutes les questions qui restent encore en suspens pour pouvoir les soumettre à l'administration fiscale. Et on va faire une restitution de ces questions le 13 décembre au Conseil national des barreaux dans un webinaire, donc qui sera beaucoup plus complet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Donc, les questions qui restent en suspens, c'est la question des plus-values. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais sous réserve du nouveau budget, hein, tout ça c'est toujours sous réserve du nouveau budget, et des coupes dans les niches fiscales. Vous savez que vous avez un abattement sur la plus-value de 500 000 € quand vous partez à la retraite. Et parmi les conditions qui sont fixées pour bénéficier de cet abattement, c'est notamment le fait que votre rémunération de gestion, donc la rémunération de votre mandat social représente plus de 50% de votre rémunération totale. Et vous voyez bien que si on vous dit que toute votre rémunération maintenant est en BNC, ça cause un certain nombre de difficultés. Donc, ils ont conscience de ce point-là et normalement, ils sont supposés régler ce sujet. L'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que je vais pouvoir déduire mes cotisations d'assurance? Donc pour nous, ça pose pas vraiment de difficulté parce qu'elles sont appelées avec nos cotisations ordinales. Mais pour d'autres professions, si vous les suivez, sachez que dans la liste de toutes les cotisations, ça c'est pas prévu. Je pense que c'est un oubli de la loi et qu'on nous demandera pas de les régler à titre perso, enfin dans le cadre de notre BNC. Et la grande question que tout le monde se pose, qui est la question à $1 million, c'est est-ce que cette nouvelle doctrine sur les sociétés d'exercice libéral, elle est applicable aux sociétés de droit commun? Vous savez que, donc je vais juste prendre ce point 2 secondes. Vous savez que depuis la loi Macron, la loi croissance, donc en 2015, vous avez le droit de faire des sociétés, vous avez le droit de constituer des sociétés de droit commun. Vous savez peut-être aussi que depuis l'ordonnance du 8 février 2023, mise en application 1er septembre 2024, les sociétés de droit commun continuent de perdurer, c'est-à-dire qu'elles continuent de s'appeler sociétés de droit commun, mais vous devez, dans vos statuts, appliquer le régime des SEL. Donc ça, c'est un truc assez fou, assez fou qui a été instauré par un sombre article de l'ordonnance. Donc ça veut dire que vous avez le même paquet cadeau, mais qu'à l'intérieur ça change. Donc la question c'est, est-ce que l'administration fiscale va considérer que, à la faveur de cette disposition dont je viens de vous parler, il faut aligner les régimes des sociétés de droit commun sur le régime des SEL, sachant que néanmoins, normalement ça ne devrait pas être le cas, puisque
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le BOFIP ne parle que des rémunérations techniques des associés de SEL et pas des sociétés de droit commun. Et que, comme vous le savez, les normes fiscales doivent être appliquées à la lettre. Donc, on est dans le flou. Pour ceux qui sont joueurs, ils ne vont pas appliquer la réforme. Pour ceux qui sont plus conservateurs, ils vont appliquer la réforme, sachant que moi, je ne sais pas très bien, sachant que, si vous voulez ma conviction, en tous les cas, pour les associés de CELAS, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'ils pourraient continuer à appliquer le régime TS, puisque la raison pour laquelle on pouvait l'appliquer, c'était la doctrine Cousin, et que cette doctrine a été rapportée. Donc, pour ceux qui sont en CELAS, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'ils peuvent échapper, en SAS, pardon, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'ils peuvent échapper à la nouvelle doctrine, mais je laisse mes confrères qui sont toujours très ingénieux continuer à travailler le sujet. Je me permets de répondre peut-être à une ou deux questions puisqu'on va arriver à la fin de cette présentation. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est une erreur. À la fin de la présentation. Ouais, merci. Sur les cotisations dans les 2035, Noémie Torgman et Alice Vannier-Bouvet. Si les associés des SEL paient chacun leurs cotisations ordinales, pourront-ils les déduire lors de l'établissement de leur 2035 ? Même question précédente, devons-nous réintroduire nos cotisations dans la 2035 ? Carrément, si vous décidez de les prendre, de les payer vous-même, vous allez clairement pouvoir les déduire évidemment de votre 2035. Heureusement, parce que alors là, sinon ça aurait été vraiment la catastrophe. Donc oui, sur ce plan-là, c'est assez logique et donc oui, vous allez pouvoir les déduire dans le 2035. C'est-à-dire vous pouvez soit décider de les faire porter par votre SEL, soit vous décidez de les porter vous-même et si c'est le cas, évidemment, vous pouvez les déduire. Et puis, autre question qui rejoint ce slide, qui est Valérie Morales. Est-ce qu'un changement de forme en société de droit commun aurait un intérêt dès lors que la nouvelle doctrine pourrait s'appliquer partout ? Donc je vois qu'on a des copains qui nous suivent, donc j'embrasse tous les copains qui nous suivent et bon, je ne citerai pas tout le monde, mais en tous les cas j'ai vu qu'il y avait Franck et Isabelle, Valérie, enfin voilà, bref, donc pour éviter de citer tout le monde, c'est la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je dois changer ma SEL en société de droit commun? Déjà, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est une transfo ou est-ce que c'est pas une transfo? On considère que c'est pas une transfo, mais dans le cadre de la réunion dont je parlais, dans laquelle j'ai réuni dans lequel le CNB a réuni tous les chefs de file des professions libérales réglementées, il y avait les greffiers. Et le représentant des greffiers a dit qu'il considérait que c'est une transfo, donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Et une fois que tu auras réglé ce point, c'est est-ce que ça s'applique ou pas ? Tu vois, je ne peux te refaire que les développements que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que pour moi, les seuls pour qui ça aurait un intérêt, c'est a priori ceux qui sont en SARL. Sachant que pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, nous, dans le cadre du recours qu'on a déposé au Conseil national des barreaux, un des arguments qu'on a considéré comme étant un argument fort, c'était l'inégalité devant la loi, parce que je vous l'ai dit, celui qui est commerce et industrie en SARL, lui, il a le droit de déclarer toute sa rémunération au titre de l'article 62. Et ils nous ont expliqué qu'en fait pas du tout, et ils nous ont ressorti une jurisprudence qui date de Mathusalem, qui effectivement dit, enfin elle est hyper, elle est totalement isolée, qui dit qu'effectivement celui qui est en SARL doit aussi dispatcher son revenu entre gestion et technique. Je pense que c'était pour
bon, je vous dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'était pour un chauffeur routier et en gros, enfin, tout le monde considère que ça s'applique pas du tout à nous, quoi. Voilà. Ok. On va pouvoir continuer du coup. Je voulais juste vous rappeler une petite chose parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui existe. Enfin, c'est pas tout à fait dans le scope de notre intervention, mais je voulais juste faire un mini point de rappel sur le régime fiscal des dividendes parce que j'ai l'impression qu'on est dans un peu de la folie dans nos confrères. Donc, je me permettais juste simplement de vous rappeler, les amis, que au titre de votre statut d'indépendant, donc c'est hyper injuste, nous sommes les vaches à l'aise et ce que vous voulez, mais au titre de votre statut d'indépendant, le régime fiscal de vos dividendes, c'est, je le rappelle, rapidement, c'est la slide, pardon, excusez-moi, précédente, vous avez le choix entre deux régimes. Le régime option pour le barème à l'IR, donc ça c'est d'un côté, ok, abattement de 40%, les prélèvements sociaux à 17,2 que vous pouvez déduire pour partie, donc juste ça c'est une partie. L'autre partie, et c'est celle qui m'intéresse, la flat tax. Donc je rappelle, excusez-moi pour ceux qui maîtrisent, mais bon, je rappelle globalement que la flat tax, tout le monde parle de la flat tax jusqu'alors, donc jusqu'à ce que Monsieur Barnier peut-être change la donne, mais en tous les cas jusqu'à maintenant, la flat tax était 30%, vous aviez 17,2 d'impôts de prélèvements sociaux forfaitaires et 12,8 d'impôts sur le revenu forfaitisés, donc en les additionnant, ça fait 30%. Pour les indépendants, c'est-à-dire pour nous, pour les professionnels libéraux réglementés, cette règle, elle n'est valable que lorsque le montant de votre distribution ne dépasse pas 10% de votre capital social. Peu importe, et je précise, peu importe que vous soyez en SAS et en CELAS, ce régime est applicable ever pour toutes vos distributions de dividendes. Et il est également applicable lorsque vous vous distribuez des dividendes au niveau de votre SPFPL. Donc, je parle pas entre la selle, je parle pas de l'horrible arrêt qui impose aux cotisations sociales les distributions de dividendes entre deux sociétés, c'est-à-dire entre votre société d'exercice libéral et votre SPFPL. Je parle de la distribution de dividendes entre votre SEL et vous, personne physique, ou entre votre SPFPL et vous, personne physique. Dans ces deux cas, vous avez bien des cotisations sociales quand le montant de votre distribution dépasse 10% de votre capital social, enfin en vrai, de votre capital social, plus prime d'émission, plus compte courant. Bon, on simplifie, on va dire 10% de votre capital social. Mais je vous en supplie, faites attention parce qu'il y en a plein qui font pas du tout ça et je l'ai vu là dans une distribution de plus de 700 000 euros et donc je précise que c'est quand même un sujet sur lequel je voulais revenir. Donc c'est un tout petit pas de côté par rapport à notre sujet principal, mais c'était important peut-être que l'on en parle. Voilà. Et pour répondre à ta question Valérie, la modification en SARL ne serait-elle pas considérée comme étant potentiellement un abus de droit? Si, potentiellement. Si vous ne pouvez pas la justifier, à mon avis, la question se pose. Après, je rappellerai quand même qu'il y a eu un joli arrêt là, mais c'est horrible parce que je ne peux plus... Je me souviens plus du numéro ni de la date. Un joli arrêt, peut-être c'est Collectivision, où le Conseil d'État précise que on peut opter pour le régime fiscal le plus favorable et que l'administration fiscale n'a pas à être juge de l'option que l'on fait et qu'on a le droit d'opter pour le régime fiscal le plus favorable. Donc peut-être que ça peut te donner une piste, tu vois, pour mouliner, mais je ne suis pas fiscaliste, donc je laisserai les fiscalistes qui nous écoutent, s'ils en ont, s'ils sont là, travailler sur le sujet. C'est pas mon cœur de métier. Je pense qu'on en a terminé. Oui, peut-être juste une toute dernière question.
les quelques minutes qui nous restent, ah oui, carrément. Un espoir de nouveaux reports. Enfin, quid est-ce que tu as une idée ou tu entends des choses pour l'avenir? Est-ce que ça va continuer sur le même trend ou est-ce que petit à petit on va enfin essayer de comprendre et de connaître, quand je dis on, c'est les gouvernements, comment nos cabinets fonctionnent? Je te remercie d'avoir relayé la question de Véronique. Bah, c'est un peu le travail que vous allez faire vous, hein, si vous êtes élu. C'est de continuer à faire pression sur l'administration fiscale et sur le gouvernement, les députés, pour qu'on ne nous oublie pas et qu'on nous laisse pas avec ce régime qui est un régime insupportable. Alors, tu vois, le truc qui a été... ça me donne l'occasion de parler de la mesure qui a été évoquée lors de nos réunions et donc que vous porteriez si vous étiez élu. Ça serait une mesure qui viserait à augmenter le spectre de l'article 62, en tous les cas d'aller porter cette demande-là pour nous permettre, si on nous laisse avec ce régime de BNC, très bien, qu'on nous laisse avec ce régime de BNC, mais qu'on nous permette l'article 62 et donc ce cumul, on va dire, ce cumul entre TS au niveau de la rémunération et TNS au niveau de nos cotisations sociales, parce que nous n'avons pas du tout vocation, tous évidemment, à être considérés comme à avoir un lien de subordination. Donc le régime des traitements et salaires en dehors du seul régime fiscal n'a aucun intérêt pour nous. C'est pas notre ADN, c'est pas ce qu'on est. Bien, donc oui, il y a beaucoup de lobbying à faire. Merci, oui, effectivement. Merci beaucoup, cher Audrey. Je confirme ce que tu dis. Le lobbying pour nous, ou l'influence, comme nous le disons dans notre programme, c'est un point très important. Donc, on ne lâchera rien de ce point de vue-là. Et tu sais que tu nous es proche. Donc, effectivement... il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, spécialistes autour de nous de ces questions-là qui suivent ces questions. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent encore dans le chat qui est très actif, mais malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions. C'est des petits webinaires d'1 heure j'allais presque dire, initiation, alerte et point d'attention dans nos programmes et dans nos actions. Donc, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. C'est important, effectivement, pour nous. Et donc, nous nous retrouverons très prochainement pour un prochain webinaire. Et si d'ici là, naturellement, on ne se voit pas dans la campagne, lors des événements de campagne,